d'être avec nous pour clôturer cette matinée, donc avec une intervention qui a été assez centrale à nos réflexions cette année. Carlo est historien et historien de l'art, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut des mondes africains. Carlo, vos recherches portent principalement sur Haïti/Saint-Domingue et explorent 3 thématiques: création plastique et culture visuelle, expérience, connaissance et usage du passé, ainsi que l'histoire de l'ethnologie. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez d'ailleurs acheter ici, dont Langage plastique et énonciation identitaire, l'invention de l'art haïtien, paru en 2007, Création plastique d'Haïti, art, culture visuelle en colonie et post-colonie, paru en 2023, ainsi que Hector Hippolyte, création plastique et autofiction, paru la même année. Et vous avez coordonné plusieurs numéros de revues et d'ouvrages collectifs. Pendant tous les échanges qu'on a eus pour préparer cette intervention, c'était pas facile de trouver une thématique spécifique, tant tous vos travaux auraient été passionnants, je pense, à écouter dans le cadre du symposium. Votre travail, notamment sur ce que le vaudou a fait à la réception de la création plastique haïtienne en Occident, est structurant, on pense, dans les liens qu'il tisse entre colonialité, postcolonialité et art contemporain. Vous essayez, vous dites dans tous vos travaux, de faire émerger d'autres modalités d'intelligibilité pour cet objet d'étude, donc la création plastique haïtienne. Et ce matin, vous allez vous concentrer sur un peintre, donc sur un peintre haïtien qui s'appelle Célestin Faustin, qui est né en 1948 et mort en 1981. On trouvait que son approche du vaudou pouvait en fait nous apprendre beaucoup de choses, à la fois sur les thématiques qui ont un peu rythmé ce symposium depuis le départ, mais aussi en fait sur la création plastique haïtienne. Et ce sera également pour nous l'occasion de découvrir ses œuvres qui sont magnifiques et très peu montrées. Donc merci de m'aider à accueillir Carlo Celius. Merci Carlo d'être avec nous. Merci beaucoup, Salma, pour cette présentation. C'est comme si vous avez déjà fait la conférence. Hein? Et merci surtout pour l'invitation à ce symposium. Stéphanie, en ouverture de la matinée, a fourni pas mal d'éléments clés de l'histoire du vaudou. Donc, il ne sera pas nécessaire de revenir sur certains points. Donc, c'est très bien. Et il sera donc question du vaudou dans un registre, certes complémentaire, mais un registre un peu différent. Un registre qui converge davantage avec ce qui vient d'être montré, dans la mesure où on reste dans le registre purement pictural. Donc, Célestin Faustin, cela vient d'être dit, est né en 1948. À la fond, c'est très important, dans une localité des montagnes de Jacmel, dans le sud-est d'Haïti. Donc, d'origine paysanne. Il entre en apprentissage chez un peintre qui s'appelle Wilmino Domon en 1967, à 19 ans. Il décède en 1981, il a alors 33 ans. Sa carrière s'est donc déroulée sur 14 ans. Et en ce court laps de temps, il est parvenu à produire une œuvre, à mon sens, singulière, qui tranche par rapport à l'ensemble de la production picturale en Haïti à son époque. Pourtant, ce n'est pas un artiste dont on parle beaucoup, et son œuvre est plutôt rare. On a l'habitude de dire qu'il est passé du naïf au moderne, selon une approche dualiste de la peinture en Haïti, de la peinture de la deuxième moitié du XXe siècle. Si on considère que l'art dit naïf est une invention de la modernité artistique, une telle dichotomie est loin d'être pertinente. Dans le cas de Faustin, les liens existants entre les deux grandes périodes de sa carrière permettent d'identifier
une phase de gestation suivie d'une phase de restructuration. Dès ses débuts, les galeristes le présentaient comme un peintre vaudou, un peintre du vaudou. Pourtant, la phase de gestation de son œuvre est caractérisée par le traitement de sujets variés. Vie quotidienne, histoire, actualité politique, aspects du christianisme, etc. C'est à partir de sa phase de restructuration que l'artiste se focalise sur la thématique vaudou. Afin de bien circonscrire la spécificité de cette démarche, il convient d'apporter ici quelques précisions concernant la question des rapports entre peinture et vaudou en Haïti. D'autant plus qu'on a tendance à rapporter toute forme de création artistique venant d'Haïti au vaudou, un art qui serait d'emblée un art religieux, magique, voire sacré. Le vaudou a été longtemps réduit à la superstition et à la magie dans une perspective de dévalorisation et de dénigrement. Il a fait l'objet de plusieurs campagnes dites anti-superstitieuses, dont la plus spectaculaire s'est déroulée de 1948 à 1942. Mais l'école haïtienne d'ethnologie, qui s'est constituée entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e, s'est employée à démontrer, cette fois-ci dans une perspective de valorisation, qu'on a affaire à une religion à part entière, avec ses lieux de culte, ses divinités, donc ses lois, ses dignitaires, ses pratiquants et pratiquantes, ses rites, etc. De même que le vaudou comporte un riche univers de danse et de musique, il est doté d'un univers visuel propre où se distingue un ensemble d'objets qui relèvent de la création plastique, comme les dessins rituels, qu'on appelle vévé, les drapeaux, les paquets et autres objets, ainsi que des représentations figurées sur des supports variés. Ces objets sont réalisés dans des conditions particulières ou appropriés et intégrés à l'univers visuel vaudou selon des procédures déterminées, et ces objets-là remplissent des fonctions spécifiques. Parallèlement, et ça c'est important, c'est développé dans le pays un domaine de création autre, celui des beaux-arts, implanté comme pour le vaudou depuis la période coloniale. Des représentations rencontrées dans le vaudou, comme l'imagerie catholique, il me semble qu'on a... Voilà. On y est. Comme l'imagerie catholique, sont issus des beaux-arts. Mais il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour assister à un impact du vaudou et de son domaine de création plastique sur l'univers des beaux-arts. Cela n'autorise nullement à confondre les deux domaines de création comme on le fait de manière habituelle. Désolé, j'avais demandé de faire attention à ce que ça ne se déroule pas tout seul. On l'a bien fait, mais ça se déroule tout seul. Il faut croire que les lois agissent parfois en dépit de tout ce qu'on peut. C'est de la magie, quoi. Est-ce qu'en régie, on peut voir cela pour moi, s'il vous plaît? Bon, voilà. Et donc, il faut toujours s'attendre à des imprévus avec les esprits vaudous. Est-ce que ça va? Figure 15, s'il vous plaît, ou 16.
Mais pourtant, on a bien fait ça manuellement. Hein. Oui, je crois, oui, oui. Est-ce que ça va, Henri? Figure 15, s'il vous plaît. 2 secondes seulement. Ça ne va pas nous mettre trop en retard. Donc, je disais qu'il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour assister à un impact du vaudou et de son domaine de création sur l'univers des beaux-arts, et que cela n'autorise nullement à confondre les deux domaines, comme on le fait habituellement. Plusieurs facteurs sur lesquels je n'ai pas le temps de m'attarder ici, bon, si ça vous intéresse, on pourrait en parler dans la discussion, ont rendu possible l'ouverture des beaux-arts entre 1930 et 1950 aux imaginaires du vaudou. Dès lors, et ça je souligne, le vaudou se présente aux praticiens et aux praticiennes des beaux-arts comme un immense espace thématique, tout en offrant des perspectives d'expérimentation formelle. Là, on devait voir une œuvre de Myrlande Constant, des œuvres de Rosemary Desruisseaux, de André Pierre et Victor Hippolyte, mais ça va arriver. Mais ce qu'il faut vraiment préciser, c'est que chaque artiste y puise ce qui lui convient dans l'imaginaire vaudou, et cela aboutit à des œuvres diverses qui ne sont pas, j'insiste là-dessus, qui ne sont pas destinées au culte. Et c'est là tout le problème. Parce que, par exemple, les drapeaux qu'on a montrés, enfin que Stéphanie a montrés, on a tendance à les considérer comme des objets de culte. Non, les objets qui ont été montrés là, y compris les objets de Constant, ne sont pas des objets rituels. C'est-à-dire, c'est des artistes qui travaillent à partir des techniques déterminées et utilisent la notion de drapeau vaudou comme une notion générique pour produire des œuvres autres et qui se distinguent de toutes sortes de manières, par le format, par ce qui est représenté, etc., etc., etc. Bon, alors, c'est revenu. On va essayer de continuer. Voilà, on a André Pierre. C'est important parce qu'André Pierre était Ongan, c'est-à-dire dignitaire vaudou, mais son œuvre n'est pas destinée au culte. Ça veut dire que ce n'est pas une œuvre qu'on pourrait considérer comme sacrée ou cultuelle, etc., etc. Mais malheureusement, le marché fait que on réduit tout au vaudou pour dire qu'il s'agit d'œuvres sacrées, religieuses, etc., etc. Et ce qui empêche des analyses plus poussées de ces œuvres. Voilà Myrlande, une dame que j'aime bien, Rosemary Desruisseaux. Et on revient ici à cela. Et donc, la singularité de la peinture de Faustin s'observe tant au niveau de son organisation que de ce qui sous-tend ce qui est donné à voir. Donc, après un bref aperçu de la thématique et des structures formelles de l'œuvre, j'évoquerai les relations personnelles de l'artiste avec le vaudou, données sur lesquelles je fonde l'hypothèse selon laquelle on serait dans un face-à-face avec les lois, c'est-à-dire les divinités vaudou, ce qui ferait de cette peinture ce que j'appelle un récit de soi. À partir de 1973, l'œuvre se déploie dans les limites d'une thématique vaudou qui est vraiment circonscrite. Je parle d'un univers faustinien attention, c'est pas faustien, encore que... Un univers faustinien qui se constitue et se déploie, où l'on repère une série de motifs qu'on peut regrouper sous 3 rubriques. Des objets, des personnages, des éléments organiques. L'identification des objets montre que, dans leur grande majorité, ils appartiennent au rite pétro du vaudou, c'est-à-dire le rite qui prend en charge le côté obscur de l'homme et de la vie, les sentiments dans leur aspect dangereux, l'action ambiguë du spirituel, la magie. Nombre d'objets appartiennent au monde de la nuit, des sacrifices, du pacte diabolique. Quant aux personnages, ce sont des hommes et des femmes, des enfants
et des lois qui empruntent des enveloppes charnelles, puis des animaux ainsi que des êtres à la fois humains et animaux. Les lois, donc la divinité incarnée, occupent une place centrale dans l'œuvre. Celles qui peuplent l'espace faustinien ne sont pas nombreuses. Ogou, esprit du fer, du feu et de la guerre, fait quelques apparitions. On y rencontre les Ba, messagers, maîtres des carrefours, et surtout, vous avez là sous les yeux, Dambala et Aïda-Wedo. Dambala, esprit de la fécondité, et son épouse Aïda-Wedo, esprit des eaux. Donc ces esprits-là, ils sont très familiers dans cet espace. Mais c'est surtout Erzuli, comme on dit traditionnellement, mais en créole haïtien, Ezili, dans ces deux incarnations, c'est-à-dire Erzuli Freda, esprit de l'amour, de la sensualité, de la beauté, et Erzuli Dantor, figure protectrice des femmes et des enfants, que l'œuvre, c'est autour de ces figures que l'œuvre se construit, avec une prééminence de la dernière, c'est-à-dire Dantor, qui appartient au culte pétro. Les entités, à la fois humaines et animales, sont très fréquentes. Je vous en présente quelques-unes, sans m'attarder à les décrire, ça prendrait tout l'après-midi. L'ensemble des motifs que j'ai recensés sont distribués et organisés dans des sujets spécifiques: traitement, relations amoureuses, enfantement, pacte avec des esprits. Mais il y a des œuvres qui sont consacrées exclusivement à l'un de ces 4 chapitres de la thématique, traités en épisodes multiples, tandis que dans d'autres œuvres, ces mêmes éléments s'interpénètrent dans des combinaisons variées. Grossesse, enfantement, pacte. Toujours quelque chose se trame. Toujours un drame se joue dans la peinture de Faustin. Par sa thématique, c'est une peinture d'action. Une action circonscrite dans un périmètre d'horreur, de cynisme, d'angoisse et de souffrance. Une action dans laquelle se démêle un ensemble de personnages dont les 2 principaux protagonistes sont ce que j'appelle, entre guillemets, le héros faustinien et Erzuli Dantor. Donc, avant de nous attarder sur le héros et Dantor, disons quelques mots sur la manière dont l'artiste structure son œuvre. L'artiste a trouvé les structures formelles de son espace pictural en passant des œuvres comme Traitement vaudou au rêve du cireur de bottes. Les principales coordonnées en sont, d'une part, la division du plan du tableau en 2 parties et la composition séquentielle, et d'autre part, l'élection du bleu, du brun et de l'orange en couleur de base. Au fondement de cette opération se trouve une trouvaille, la solution plastique permettant de signifier la conjonction du monde de l'humain et celui des divinités et des esprits. C'est d'abord l'écran forestier, puis sa disparition. Cet écran représente la façade extérieure de l'univers des forces surnaturelles. Qu'ils disparaissent, et nous voilà au cœur d'un autre monde, de cet autre monde. Une ouverture sur l'infini. L'espace pictural antérieur, à proprement parler fermé, éclate, facilitant la distribution séquentielle. L'artiste a travaillé à affiner cette manière de figurer simultanément différentes phases ou différents moments d'une même action, d'une même histoire, procédé de fragmentation du temps qui rend
ou cherche à rendre la durée dans l'instant. Il serait intéressant de s'attarder sur quelques œuvres pour apprécier les différents modes d'exploration par l'artiste de cet espace des possibles. Je me contenterai d'évoquer quelques traits qui ressortent de l'analyse de plusieurs œuvres. Donc, travaillant désormais dans un espace pictural ouvert, l'artiste peut réintroduire la division de la surface en 2 ou 3 parties. Il les utilise soit de manière évidente ou encore en les renvoyant à un soubassement immédiatement imperceptible. La division de l'espace peut être frontale. S'il y a parfois des appels à la profondeur, il n'existe pas de plan fuyant. Les épisodes exigent un traitement varié du volume. Les rapports de proportionnalité sont fonction de l'importance et de la signification du motif dans la composition. Dans les compositions séquentielles, plusieurs cycles de lecture sont possibles, même si l'action principale est d'habitude ramenée à l'avant-scène. Mais l'œuvre s'offre à une lecture d'ensemble en raison de l'unité toujours recherchée par l'artiste. Faustin unifie son œuvre à l'aide des éléments qui délimitent et structurent l'espace. Un rôle déterminant est confié à une couleur dominante pour chaque œuvre. L'œuvre baigne ainsi aussi dans une lumière d'ensemble plutôt diffuse, ne provenant pas d'une source unique. Cela facilite le passage d'un épisode à l'autre. La perspective aérienne parfois suggérée n'existe pas en tant que telle. La couleur dominante qui fusionne tous les épisodes n'est pas plus appliquée en aplat. D'un épisode à l'autre ou d'un élément à l'autre, la distance ou la proximité est rendue par le maniement des valeurs dans une modalité de la tonalité. À travers cette modalité prennent forme des arabesques, des nervures, de tissus, sont suggérés des éléments architecturaux, des cavernes, des rivières, des veines, des rides. On y perçoit des ondulations, des reflets, des ombres, etc. On passe de la transparence à la translucidité. Tout ceci forme un paysage intériorisé, espace onirique où l'espoir passe par le sacrifice, espace morbide qui provoque souvent l'effroi. Dans cet espace, l'action s'accomplit dans la tension, dans l'affrontement, d'où une grande place réservée au mouvement et à la théâtralité. L'expressivité dans les attitudes est renforcée. Elle se traduit par un traitement recherché de la position des bras, du jeu des jambes, des mains, des corps. Tout ceci construit une rythmique complexe dans l'espace avec un effet de contraste entre des lignes obliques confrontées à la verticalité des constructions, des entités aux poses hiératiques et des arbres lorsqu'elles ne sont pas obliques. Le traitement des lignes qui exige le rendu du mouvement des personnages conduit à la déformation et à la disproportion. Cela va jusqu'à certains mouvements anatomiquement impossibles. Formes disproportionnées, masse multiforme, mouvements inhumains, tout ceci se retrouve dans un rapport de disposition d'élément à élément où l'équilibre est parfaitement ramené. L'organisation linéaire et aérienne de l'univers faustinien est d'une grande complexité. Elle est conçue de telle manière que les hommes, les femmes, les animaux, les monstres, les esprits et les objets, traités dans un modelage qui voudrait suggérer la tridimensionnalité, semblent bien souvent flotter dans l'espace, tout en s'y tenant parfaitement bien. Les êtres animés traversent le vide, les personnages courent, s'agitent en défiant les lois de la gravité. On observera aussi que l'artiste passe d'un espace saturé de détails à des compositions plutôt dépouillées. La peinture de Faustin tisse, je l'ai dit, un drame. Mais ce drame est tissé à travers donc la mise en situation de ce que j'appelle un héros. Ce héros, c'est l'enfant qui naît sous la protection d'une divinité vaudou et qui est destiné à son service. Ce peut être aussi l'enfant voué au sacrifice. Il est souvent un jeune homme malade, alité, contraint de, entre guillemets, servir ou de retourner
au service d'un loi protecteur. C'est l'homme qui, en proie à une condition matérielle d'existence minable, est amené à conclure un pacte de sang avec le diable pour s'enrichir. C'est l'adepte qui s'offre en mariage à l'une des deux Ésilie, Danto ou Freda, ou aux deux à la fois, et qui accepte le mariage. C'est l'homme marié à un loi ou seulement réclamé par l'un d'entre eux qui se voit obligé de se séparer de son épouse à la suite d'une intervention directe du loi, pour une raison ou pour une autre. Ésilie surgit n'importe quand, n'importe où, au moment des cérémonies de mariage, au moment où les conjoints s'apprêtent à consommer leur mariage et renvoie sa rivale, ou encore intervient pour offrir un partenaire de même sexe. Le héros faustinien, c'est aussi quelqu'un qui sommeille quelque part, isolé au fond des bois, voit apparaître un loi qui lui parle, lui révèle des choses, lui fait des recommandations, le sermonne, ou lui offre quelque chose. C'est souvent l'homme ligoté pour purger une peine, pour être amené au démon. C'est l'homme condamné à subir les sentences implacables du diable pour n'avoir pas honoré les engagements pris ou pour avoir tenté de tromper le diable. Ces diverses situations révèlent un héros écarté entre deux femmes, en proie au déboire de l'amour impossible, un héros vivant dans un état permanent de morbidité et ou subissant le poids de sa condition sociale. C'est un héros impuissant, soumis au verdict des divinités et des esprits forgeurs de destin. On est tenté de rapprocher le héros faustinien de bien des aspects de la vie de l'artiste. Lui-même nous y engage, parce qu'il a affirmé dans un des rares entretiens qu'il a accordés, nous sommes en 1978, que son œuvre est intimement liée à son histoire personnelle. Il nous renvoie ainsi à ses relations avec le vaudou par l'entremise de sa grand-mère maternelle plus précisément. C'est elle, cette grand-mère, Mambo, c'est-à-dire dignitaire vaudou, faisant office de sage-femme qui accueille son petit-fils en ce monde. C'est elle qui le prénomme en lui octroyant son prénom, ou du moins comme prénom, son propre patronyme, le rattachant à sa propre lignée paternelle. Et enfin, elle déclare que le nouveau-né est choisi par un roi, Ésilie d'antan. En d'autres termes, Faustin est un élu des divinités et en tant que tel, il est destiné à prendre la relève de sa grand-mère et perpétuer la tradition spirituelle du lignage. Mais Faustin s'emploie pendant toute la période de son œuvre à réfuter cette élection, s'exposant ainsi à la sanction des lois, parce que les lois ne badinent pas. Et d'ailleurs, vous avez vu comment ils nous ont joué des tours avec les images. Mais en fait, Célestin Faustin pouvait le faire parce que pour lui, sa grand-mère pouvait tout. Sa grand-mère avait toutes les forces et il se sentait protégé par sa grand-mère à laquelle il était très attaché. Il refuse l'élection, mais il est nourri par le doute. C'est pour cela qu'il va il va chercher à comprendre. Il assiste et participe à des cérémonies. Il interroge des gens sur l'histoire ou les histoires qui circulent, y compris sur lui. Il discute avec eux et recueille un certain nombre de récits. Il enquête en fin de compte. Les données qu'il engrange, il les soumet, évidemment, vous l'avez vu, à ses propres analyses pour tenter de saisir son histoire personnelle
pour pouvoir poser un regard réfléchi sur les pratiques religieuses ou sur la spiritualité vaudou. Et ensuite, pour essayer de fonder et circonscrire sa propre croyance et une position morale. Il se livre à un exercice qui semble viser la possibilité de croire autrement. Faustin traite les données qu'il recueille en peignant une diversité de situations comme vous avez vu. À la vérité, lorsqu'on y regarde de plus près, de tableau en tableau, il déploie des aspects d'un même récit où interagissent des protagonistes typiques. Je l'ai dit, je le répète, une même trame se tisse au fil des œuvres. Elle se construit autour de deux pôles interconnectés, la richesse et l'amour, comme deux expressions d'un même désir d'accomplissement de soi. La richesse, ici, est le plus souvent liée à l'imaginaire sorcellaire. On s'enrichit en pactisant avec le diable. Elle est également octroyée par Ézélie Danton. Et il n'est pas toujours aisé de distinguer les deux situations. En tout cas, l'artiste entend les dénoncer. Les dénoncer toutes les deux, en scénarisant l'issue fatale de tout pacte conclu avec un non-humain. D'où l'échec du personnage central de l'œuvre, le héros faustinien. Ce qui se donne à lire comme l'expression d'une aspiration à une liberté pleine et entière, trahissant un sentiment d'enfermement. C'est donc l'emprise des lois et autres esprits qui est alors en cause. La problématique du destin que cette emprise suppose. L'artiste s'engage dans cette voie de l'insoumission en s'employant à saisir les lois dans leurs agissements, voire dans leur intimité. Ils représentent leurs espaces comme s'ils y pénétraient par effraction, comme s'il s'agissait de leur faire face, d'aménager un face-à-face avec eux, en vue de les interroger, de scruter au-delà de leurs apparences, leur nature, l'étendue de leur pouvoir, leur divinité. Le questionnement de l'artiste peut s'entendre aussi autrement. C'est comme s'il entreprenait de déclore, pour reprendre un concept du philosophe Jean-Luc Nancy. C'est comme s'il voudrait enlever l'enclos, lever la clôture dans laquelle il se serait senti enfermé. En ce sens, il semble avoir voulu élaborer sa propre conception, ou choisir entre plusieurs conceptions du destin. Il réfute, en faisant échouer son héros, toute acception proche de ce que les Grecs appelaient la moira. Je cite, cette puissance aveugle et cruelle qui mène inextinguiblement, inflexiblement à la mort, toute chose, tout être créé. Les puissances, pour conclure, pour ne pas conclure, disons quelques éléments de rappel oui, on peut dire que les puissances du destin ont bien présidé à la naissance de Faustin, comme je l'ai expliqué, parce qu'il est un élu des Ézélie Danton. Ce qu'il apprendra par la suite, et tout en apprenant aussi les obligations qui sont liées à cette élection. Les signes qui incluant par exemple ses talents artistiques et les succès qui l'accompagnent, lui sont révélés par sa grand-mère et les autres, et des gens qui sont dans l'entourage, et peut-être par ses propres rêves. Je ne l'ai pas connu, donc je ne peux pas savoir. Et il n'a pas écrit là-dessus non plus. Donc bon. Il entreprend de comprendre tout cela en menant ses propres enquêtes sur le vaudou. Cependant, s'il se reconnaît comme élu, il se refuse à s'y enfermer. Il ne prend pas le chemin de son accomplissement en assumant complètement les exigences de son statut. Dans son cas, son acquis entraîne révolte, refus et même désespoir.
Faustin n'accepte pas tous les arrêts du destin. Aussi refuse-t-il les épreuves initiatiques. Ou plutôt, il les diffère jusqu'à ce qu'il soit contraint de s'y plier. C'est au moment du décès de sa grand-mère, mais c'était déjà trop tard. Il allait mourir très peu de temps après. Donc, il n'emploiera pas le reste de son existence à manifester par des actes ce dépôt qui lui a été confié. En fait, selon certaines études, Célestin Faustin, en tant qu'élu, est, entre guillemets, un personnage sacré en tant qu'élu. Mais, c'est-à-dire qu'il est chargé, on l'a dit, on le répète, de la perpétuation, de la médiation avec les esprits familiaux, mais il a refusé cette investiture en interrogeant cette sacralité. Il n'aura pas joué le rôle auquel il a été destiné, consommant, et c'est grave, la rupture dans la transmission généalogique de la tradition. Une phrase pour terminer. Aux prises avec les lois, je dirais que Faustin, je ne sais pas ce que vous en pensez, nous a laissé une peinture qui appartient au registre du tragique. Merci. Merci beaucoup, Carlo. Vous voyez bien en quoi mon introduction n'avait encore rien dit, effectivement, de ce que vous avez ensuite présenté. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a une première question là. Bonjour, merci pour votre communication très intéressante. Donc vous expliquez que les artistes incorporent des motifs, récits et imaginaires empruntés au vaudou dans leurs œuvres. Et en fait, au début de votre communication, vous avez pointé une erreur de réception et d'interprétation qui repose parfois sur la confusion entre œuvres d'art et objets rituels, qui sont eux agentifs. Et donc vous aviez pris l'exemple rapidement des drapeaux montrés plus tôt ce matin. Et je voulais savoir en fait si cette confusion touchait aussi la peinture ou uniquement des objets avec des techniques mixtes, et aussi est-ce que vous pourriez parler de cette erreur de réception? Est-ce qu'elle s'opère au niveau théorique et scientifique, institutionnel, du marché de l'art, ou même directement dans les sphères où l'on pratique le vaudou? Merci pour cette formidable question, mais il faudrait que je reprenne tout ce que j'ai écrit là-dessus pour donner des détails, etc. Bien, disons rapidement que oui, on retrouve cette confusion du point de vue théorique, on retrouve cette confusion sur le marché, etc. Mais ce qui s'est passé relève de ce que j'appelle le primitivisme, pour faire simple. C'est-à-dire qu'on projette sur Haïti quelque chose comme du primitif. Et le primitif est associé, on va dire, à d'ailleurs au naïf, etc. Et tout trouver le vaudou, et qui a, enfin, on fait référence aussi à une sorte d'Afrique primitive, parce que le vaudou serait l'Afrique, etc. Et dès lors que le marché s'est approprié cette catégorie-là, eh bien, s'est constitué une sorte de dictat, et qui se résume par la formule, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une exposition tenue au Grand Palais en 1988, Haïti, art naïf, art vaudou. D'ailleurs, et là, j'ai pas parlé de cette relation d'implication, mais en général, c'est ces deux termes-là qui sont mis en avant. Or, tout artiste dit naïf ne pratique pas ou ne fait pas d'œuvre, disons, à thématique vaudou. Et ensuite, tous les artistes haïtiens ne sont pas des artistes naïfs. D'ailleurs, dans l'exposition de 1988 du commissaire Jean-Marie Drault, de Regretter Mémoire, et il y avait Célestin Faustin dans sa période de restructuration. Par exemple, on avait la soirée de Dambala et d'autres œuvres. Je ne sais pas par quelle gymnastique il a pu inscrire l'œuvre de Célestin Faustin de la deuxième période dans cette problématique dite naïve et vaudou, avec vraiment toute la confusion que cela pose. Bien évidemment, les artistes ne sont pas
Dupe, exemple, Hector Hippolyte, le premier. Le premier qui a été mis en scène, d'ailleurs, tout vient de lui, je dirais. Parce qu'au moment où la nouvelle scène artistique se constitue, il s'est passé quelque chose qui a porté les responsables du Centre d'art à aller chercher une personne qui avait décoré un bar, etc. Il s'appelle Hector Hippolyte. Et voilà qu'on ramène Hector Hippolyte au Centre d'art. Et dans ses premières discussions avec la personne qui est venue le chercher, il évoque quelque chose. Il dit c'est l'écrivain Philippe Tobie-Marcelin, il lui a dit, mais écoutez, mais je savais que vous allez venir. Et au fil de la discussion, dans ce rapport d'interlocution, il construit une généalogie mystique en se disant Onguan et même travaillant en état de possession. Voilà les premiers motifs donnés. Et cela va, Hector Hippolyte va être considéré comme on va dire, l'artiste le plus célèbre. Il va être posé comme l'idéal type. Et maintenant, tout art qui se veut haïtien, il y a une problématique de l'identité, doit être lié au vaudou. D'ailleurs, sur le plan interne, ça pose beaucoup de problèmes parce que les artistes qui ne travaillent pas dans cette perspective-là se sont vus marginalisés sur la scène, etc., etc. Et puis, ça s'est construit comme ça. Et le marché, bien évidemment, en profite parce qu'on trouve là deux motifs qui permettent de vendre une Haïti primitive, une Haïti, première, etc. Et c'est lié donc au discours primitiviste qu'il faut déconstruire. Donc, il y a des artistes qui en jouent, il y a des artistes, qui se démarquent, mais complètement de ça. Bonjour. Ah, oui. Merci, Carlo, pour cette merveilleuse intervention nécessaire. Justement, sur le suivi de cette question, je me demandais justement si tu pouvais nous expliquer un peu l'histoire justement du Centre d'art. Est-ce que ce serait né avec cette... expliquer le Centre d'art, parce que... Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. En fait, je pense que les gens ne connaissent pas. Oui, d'accord. Et en fait, son existence, comment il est né, mais aussi, est-ce que c'est là où on a construit justement, en fait, aussi chronologiquement, en fait, est-ce que cette datation, est-ce que ça correspond au moment justement à ce que tu disais tout de suite, la présence d'Hector Hippolyte et du terme naïf finalement, de cette description de la peinture comme naïve, qui évidemment réfère à une connotation très péjorative, très infantilisante d'un peuple et de culture, et d'un regard très blanc, en fait, le white gazing, en fait, finalement. Merci. Bon, merci. Effectivement, c'est des précisions à donner. En réalité, nous sommes au début des années 40. En 1943, il y a un artiste états-unien qui arrive en Haïti. En fait, il ne voulait pas faire son service militaire. Il est envoyé en Haïti pour enseigner l'anglais. Bon. Et il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose, il y a des gens qui créent, etc. Il décide de fonder, avec quelques intellectuels d'Haïti et quelques artistes qui travaillaient, un centre d'art pour faire la promotion de la création plastique. Et il se trouve que ce groupe était déjà très associé à un mouvement antérieur qui était de moins d'ampleur, ce que l'on appelle le mouvement indigéniste, c'est-à-dire des artistes qui essayaient de s'approprier les propositions de la modernité artistique, etc., en soumettant cette modernité-là à des thématiques de préférence locales, paysannes ou populaires, etc., en rupture avec une histoire des beaux-arts au XIXe siècle qui était centrée sur les portraits, etc., etc. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Un critique d'art cubain qui s'appelle... le centre est inauguré en mai 1944. Un critique d'art cubain est arrivé en Haïti. Il s'appelle José Gómez Sicré. Et il est commissaire d'une exposition de peinture moderne de Cuba. Une exposition qui a été montrée au MoMA, etc., etc. Bon. C'est José Gómez Sicré qui va faire le geste fondateur.
il va poser un regard, un jugement esthétique sur une catégorie d'objets et qui va nommer ces objets-là. Mais en réalité, dans la perspective des dirigeants du centre, c'était que des apprentis artistes. D'ailleurs, on retrouve dans les archives les correspondances où il faisait des recommandations, etc., etc. Mais il se trouve que parmi ces artistes-là qu'il a repérés, il y en a un qui, en réalité, lorsqu'on regarde la facture de sa peinture, qui renvoie à Rousseau. Mais lui, il ne connaissait pas Rousseau en réalité. C'est un monsieur qui habitait dans le nord d'Haïti, qui commençait à peindre, et on était en 1904, et là on est en 1944, c'est-à-dire 40 ans après. Et lorsqu'il a appris la fondation, la création du centre, il a décidé d'envoyer un tableau pour montrer ce qu'il faisait, ce qu'il savait faire. Et c'est ce tableau-là qui va porter José Gomez Sicré c'est sur ce tableau-là qu'il a énoncé ce que j'appelle un jugement esthétique valorisant, en disant que, attention, ce type de peinture, on ne peut pas la considérer comme l'œuvre d'un apprenti artiste, mais c'est un artiste à part entière qui s'inscrit dans un registre particulier. Et ce registre particulier qu'il a en tête, c'est ce qu'on appelait déjà l'art naïf, populaire et primitif, de manière confuse, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et tout part de là. Tout part de là parce qu'on va organiser, au lieu maintenant d'organiser une exposition à Cuba qui devait se faire avec des artistes d'une autre tendance, etc., plus ou moins confirmés, José Gomez Sicré a persuadé les dirigeants du centre de faire une exposition de ces artistes-là, apprentis, etc., parce qu'il estime que là, voilà, vous avez ici, dans cette tendance, vraiment l'authenticité haïtienne. Et il donne des exemples de peintres de ce type à Cuba, disons dans les pays hispanophones, etc., etc., etc. Donc, on est dans ce moment où on fait la promotion de ce type de création. Hein. Et la première exposition s'est tenue à Cuba. Et voilà, cette exposition va connaître un certain succès. Et l'exposition va partir un peu partout. Et c'est après cette exposition qu'on va à la recherche d'Hector Hippolyte. Deuxième moment, disons, capital, c'est au moment où Breton est de passage en Haïti. Breton est de passage en Haïti, il visite le centre d'art, il pose un deuxième regard déterminant, mais cette fois-ci sur Hector Hippolyte, et il va dire il va choisir parmi tous ces artistes le seul Hector Hippolyte, et il dit que ce monsieur-là a un secret, dans le langage surréaliste, etc. Il fait une œuvre primitive religieuse, enfin, on a vu que ce n'était pas le cas, y compris pour Hector Hippolyte, etc., etc., etc. Et puis, bon, Hector Hippolyte va en jouer, hein, et voilà, on est avec Hector Hippolyte, fin 45, et il va faire 3 ans de carrière, etc. Et imaginez la parole de Breton, qui reste quand même une parole à résonance internationale. D'ailleurs, il va montrer des œuvres d'Hector Hippolyte dans des expositions du surréalisme, etc., etc., etc. Et puis voilà, la réception va continuer et tout va s'emballer. Et pour approfondir, je ne peux que vous conseiller donc le livre que Carlo a écrit sur Hector Hippolyte et plus largement toute son œuvre. Merci beaucoup Carlo pour la générosité de ses réponses et pour vos questions. Et j'en profite aussi du coup pour vous dire merci pour votre présence, pour remercier aussi toutes les équipes et tous les intervenants qui ont contribué à ces 3 jours de